BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Mais bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce week-end bien sûr, vous le savez, sur BFM Business, à la radio, à la télé comme chaque dimanche, mais aussi sur 01 TV un petit peu avant, fin de semaine, sur YouTube et puis sur la chaîne bien évidemment, sur Freebox, sur les box Orange, chez SFR bien évidemment et sur Fransat. De quoi je me mêle avec tout à l'heure un invité exceptionnel, ultra médiatisé, passionnant, Guillaume Rosier, le fondateur de Covid Tracker, de Vitmado et en fait de tous ces outils, de toutes ces informations qui depuis plusieurs mois nous tiennent en haleine tous les jours. Guillaume Rosier sera mon invité. Ce sera dans une vingtaine de minutes. Je vous rappelle que vous avez le hashtag DQJMM sur Twitter si vous voulez réagir au sujet qu'on évoque, la page Facebook qui vous attend. Merci d'être là et bienvenue. Et pour débuter, bien sûr, le club de la presse Haïti. Raphaël Grabier est là. Salut Raphaël. François. Journaliste à BFM Tech. Et Gonzague d'Ambricourt. Bonjour Gonzague. Messieurs. Ça fait plaisir de te retrouver, Gonzague. D'être là. Voilà, vous le savez, blogueur, passionné de nouvelles technologies, entrepreneur aussi. Rappelons. Bouche cousue. Bouche cousue. Voilà, si vous voulez un super Wi-Fi dans un petit appartement ou dans un grand hangar, vous appelez Gonzague et il vous fait ça comme il faut. Voilà, c'est son métier. Alors l'actu, messieurs, on va commencer par WhatsApp, qui est en train de refermer gentiment les écoutilles, visiblement, parce que vous le savez, il y a cette gestion des données privées, et WhatsApp, qui fait partie, rappelons-le, de Facebook, qui a aussi Instagram, veut petit à petit traquer nos données. Et si on dit non, Raphaël, WhatsApp ne va plus trop servir à grand-chose. Si on dit non, WhatsApp va désagréger très lentement. Va s'autodétruire, en fait. Exactement, parce qu'en fait, donc, pourquoi on en parle ? Parce qu'on arrive à la date fatidique, le 15 mai. Le 15 mai, c'est la date officiellement à partir de laquelle tout le monde devait accepter les nouvelles conditions d'utilisation. Les nouvelles conditions d'utilisation, ça implique quoi ? Ça implique qu'on partage des données avec Facebook pour que Facebook puisse utiliser WhatsApp en tant que service client pour le vendre à des entreprises tant que service client. Voilà. Ça, c'est la grande nouveauté. Alors, quelles sont les données qui vont être partagées avec Facebook ? Ça, on ne le sait toujours pas exactement. Et là aussi, je vais en profiter d'ailleurs. Personnellement, j'ai été en contact quand même depuis quelques mois avec Facebook. Je suis incapable aujourd'hui de vous dire exactement quelles sont les données qui vont être concernées. Oui, quand tu poses les bonnes questions au service de com, on te dit on ne sait pas. Alors, on ne dit pas on ne sait pas. On te répond un mail de 800 000 signes où tu as tout sauf la réponse. Voilà. Et j'invite on va le noyer, vous allez voir. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, à aller voir la notification WhatsApp, s'ils l'ont pas déjà accepté, à aller cliquer, à essayer de voir concrètement quelles données personnelles vont changer, parce que Facebook dit ce qui ne va pas changer. Oui, on ne va pas vous écouter, oui, on ne va pas vous regarder vos conversations, d'ailleurs, ok, mais si on clique, on n'a pas tellement la réponse. Mais voilà, ça c'est une petite digression, mais en tout cas, donc WhatsApp devait normalement obliger tout le monde à accepter à partir du 15 mai. Donc là, ce qu'ils ont dit, c'est ceux qui n'acceptent pas à partir du 15 mai, on va les laisser tranquillement un petit peu prendre du temps. Quelques semaines, ils ne précisent pas. Et puis, on ne va pas supprimer leur compte. On va réduire les fonctions. Alors, dans un premier temps, on ne pourra plus accéder à sa liste de discussion, ce qui est un peu embêtant pour WhatsApp, puisque la liste de discussion, c'est juste la principale fonction de WhatsApp. Donc, en fait, on pourra quand même recevoir des appels, passer des appels ou répondre à des messages si on appuie sur la notification du message. Donc, c'est quand même très pointu. Ah oui, non, mais c'est quand même assez... Ah oui, non, mais je veux dire, c'est fait pour être rassurant, évidemment. Et puis après, la deuxième phase, c'est de dire, vous ne pourrez plus rien faire. Voilà. Vous aurez WhatsApp, vous aurez votre compte, mais vous ne pourrez plus rien faire. Alors, on ne va pas supprimer votre compte, alors sauf si vous ne l'utilisez plus pendant 4 mois, mais ça, c'est la règle pour tous les utilisateurs de WhatsApp depuis des années, mais vous ne pourrez plus vous en servir. Donc, autrement dit, ça devient obligatoire, alors que, je le maintiens, on ne sait toujours pas quelle sera concrètement la conséquence sur les données personnelles. Est-ce que tout cela a un rapport avec la bataille qu'il y a entre Facebook et Apple sur iOS 14.5 ? Je crois que c'est indépendant. C'est indépendant, ça n'a rien à voir. Non, pour moi, c'est clairement indépendant. Très bien. Le débat, là, c'est comment faire de WhatsApp une machine de guerre en termes de nombre d'utilisateurs
pour en fabriquer une machine Docker en termes de rentabilité. C'est ça la question. C'est de rentabiliser WhatsApp qui a quand même, je ne sais plus combien de milliards, enfin plus d'1 milliard, ça c'est sûr, mais je dirais peut-être 2 milliards d'utilisateurs. Comment faire une vache à lait. Une machine à cash. Exactement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je crois que pour les entreprises, il y a un business model. Enfin, on peut donner de l'argent à WhatsApp quand on est une entreprise pour avoir gagné des outils, enfin des choses comme ça. Et donc, ils vont appuyer là. Et en fait, ce que veut faire Facebook, et d'ailleurs, c'est très cohérent, hein, c'est de faire WhatsApp une partie de son écosystème. C'est-à-dire, on fait de la pub sur Facebook, notamment sur Instagram. Ensuite, on aura un petit bouton WhatsApp, que ce soit dans les stories ou sur les pubs. Tiens, vous avez une pub pour tel fabricant de chaussures, de vêtements, acheter un billet de train. Vous avez un bouton WhatsApp, vous cliquez, ensuite vous ouvrez WhatsApp, vous êtes en discussion avec l'entreprise et vous pouvez acheter directement le produit au sein de WhatsApp. Donc en fait, c'est pas pour de la pub, le business model de WhatsApp, c'est pas de la pub, c'est vraiment un service B2B, tout simplement, c'est-à-dire que WhatsApp servira de service client aux entreprises. Alors, en soi, pour l'utilisateur, et Facebook d'ailleurs, ils n'ont pas tort, ils disent c'est une option en plus pour l'utilisateur. C'est vrai. Franchement, honnêtement, on ne sera pas obligé, évidemment, de l'utiliser. Donc, quelque part, Facebook n'a pas tort. Mais le problème, c'est encore une fois, ils nous demandent de consentir à une notification, à de nouvelles règles qu'ils ne donnent pas. Voilà, il faut consentir sans savoir ce que c'est. Gonzague. C'est assez marrant parce que en fait, cette fonction de chat avec les entreprises, Facebook le proposait déjà, mais effectivement, ils n'ont pas de monétisation très très forte sur WhatsApp, ni peut-être actuellement le texte qui leur permet d'utiliser les infos et de les croiser. Parce que qu'est-ce que c'est leur business? C'est d'enrichir des bases de données d'utilisateurs, d'informations qui font que quand on te contacte en tant qu'entreprise, tu en sauras plus sur moi parce que j'ai agrégé des choses de Facebook, d'Instagram, etc. Et c'est ça qui fait peur et c'est ça qu'on peut comprendre de la part des utilisateurs, de ne pas forcément vouloir que Facebook continue à étendre son empire. Et ce qui fait peur, et honnêtement, moi au début, quand j'ai vu arriver cette mise à jour de WhatsApp début janvier, je me suis dit, bon, c'est une mise à jour de WhatsApp, alors c'est vrai, ça se rapproche de Facebook, ce qui pouvait être craint par une partie des utilisateurs, mais après tout, utiliser WhatsApp en tant que service client, pourquoi pas? Enfin, moi, en tant qu'utilisateur de WhatsApp, je me dis, si je dois réserver un billet Air France, SNCF, c'est plutôt pas mal. Mais la question, c'est quand on commence à creuser, déjà, on voit la notification, concrètement, on comprend rien. Quand on voit la notification, on ne comprend rien à ce qui va se passer. Mais c'est peut-être fait exprès, non? Enfin, je veux dire, sauf que le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle le RGPD, le règlement sur les données, et que selon le RGPD, on est censé apporter un consentement libre et éclairé. Or là, on n'y comprend rien. Et quand j'ai commencé à creuser et que j'ai commencé à demander à Facebook, ok, je comprends ce que vous allez proposer comme outil et que ce ne sera pas obligatoire maintenant, dites-moi, en termes de données personnelles, c'est quoi la nouveauté? Qu'est-ce qui va changer dans le traitement des données personnelles? Ça fait 4 mois, 5 mois. Et pas de news toujours. Si, ils m'ont répondu, mais toujours à côté, ils n'ont jamais répondu. Et j'invite tout le monde à aller voir sur le site de WhatsApp. Il y a, je pense, une dizaine de pages très fournies avec plein de textes, mais jamais vous ne verrez ce qui change dans la collecte de vos données personnelles. C'est dingue. Cela dit, est-ce que vous pensez que c'est la mort de WhatsApp? Parce que finalement, au-delà de ça, c'est un magnifique outil, quoi qu'on dise. Oui. Au-delà de la publicité, c'est un très bon outil, Pour formidable. moi, c'est vraiment pas la mort de WhatsApp. Parce qu'il y a eu des vagues de gens. En fait, il y a quand même une démarche. Il y a des gens qui sont mécontents. Il y a une démarche de gens qui volontairement. De Telegram, de Signal, etc. Il y a une démarche de gens qui s'éloignent volontairement des outils gérés par Facebook, donc Facebook, Instagram et WhatsApp, parce qu'il y a cette emprise qui est phénoménale sur le monde de l'information et nos données. Mais en fait, on a vu beaucoup de gens s'inscrire sur Signal, etc. Et tu reçois, en fait, moi dans ces apps, je ne reçois que des notifs de gens avec marqué blabla, c'est inscrit sur l'app, mais personne ne m'y parle. Donc, et ils continuent d'écrire sur WhatsApp. Évidemment, et sur WhatsApp et sur des trucs plus tranquilles comme iMessage. Mais ça me fait penser à Trump avant qu'il soit élu, où il disait, je me souviens, fin 2015. Fin 2016, je suis tellement populaire que je pourrais ouvrir la fenêtre et tirer sur quelqu'un dans la rue, je serais quand même élu président. Là, je pense que Facebook, c'est pareil. Ils sont tellement implantés qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On touche du doigt le problème du monopole. Et WhatsApp, aujourd'hui, si c'est personnel, si c'est une utilisation personnelle, chacun de nous autour de la table, il quitte WhatsApp. Moi, on me dit, tu es le seul, mais je supprime WhatsApp, Facebook, mais demain. Le problème, c'est que sur WhatsApp, il y a mes parents, il y a mon frère, il y a ma belle-sœur, il y a mes cousins, il y a tout le monde. Et donc, il y a une inertie qui est telle que c'est impossible. Et Facebook peut faire ce qu'il veut.
de toute façon, les gens devront rester Et puis, sur ces systèmes. n'oublions pas que c'est un produit gratuit, et puis quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Après, il faut peut-être accepter le deal. Maintenant, c'est vrai qu'on ne sait pas quel deal on accepte. Voilà, c'est exactement. C'est ça mais le souci. que Facebook veuille gagner de l'argent et faire de la pub, mais c'est Logique. normal. C'est Mais normal. évidemment, il faut bien qu'ils payent. Parce qu'on peut imaginer que ça coûte énormément cher de Facebook, développer une appli de cette mais qualité. c'est très bien que Facebook gagne de l'argent, il n'y a aucun problème. Il faut simplement être transparent et ne pas se foutre de la gueule de ses utilisateurs et des autorités, parce que je rappelle quand même que l'Allemagne a dit... Alors oui, l'Allemagne, justement, tiens. Qui vient de dire... Soyez gentils Facebook. Alors c'est marrant, ils viennent de dire exactement ça. Ils disent on est désolé, donc c'est un peu l'équivalent de la CNIL allemande, qui explique Facebook doit arrêter, enfin la mise à jour de WhatsApp doit être interrompue. Pourquoi ? Parce qu'on a regardé les conditions, la notification, et on ne sait pas à quoi on souscrit. Ils ont dit exactement ça. On ne comprend rien. Donc ils ont la même conclusion que toi finalement. Oui, ce qui est, c'est plutôt rassurant. Ce qui est plutôt rassurant peut-être pour moi plutôt que pour eux quand même, parce qu'a priori eux sont plus calés que moi quand même sur le sujet. Hein. Mais en tout cas, ils ont expliqué qu'on n'y comprenait rien et qu'a fait WhatsApp. Et moi, ça c'est une réponse que je trouve assez incroyable. Ils ont dit, on pense sincèrement qu'ils n'ont rien compris à notre notification et donc on continue notre mise à jour. Donc c'est vraiment un mépris, hallucinant, je veux dire, un mépris des autorités. Quand même, hein, pas... Non mais c'est ça, il y a un mépris et dire on continue parce qu'ils n'ont rien compris et ils ne s'inquiètent pas du tout que une autorité spécialisée dans les données personnelles ne comprenne rien alors que la loi stipule que n'importe qui doit être capable de comprendre. Et qu'entre nous, pour avoir parlé quand même avec pas mal de gens de chez Facebook, même chez Facebook, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Donc je leur ai dit, mais comment vous allez faire en sorte que Madame Michu comprenne alors que vous-même, vous ne comprenez pas ? Bon, écoutez, on n'est pas sorti de l'auberge avec cette histoire de WhatsApp. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. On verra bien un peu ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Hein. Peut-être que WhatsApp sera obligé peut-être de lâcher un petit peu du lest. Expliquer simplement ce qu'ils font. C'est tout ce qu'on leur demande. Ça serait peut-être pas mal aussi. Arrêtez de prendre les gens pour des idiots. Bon, si on parlait d'un sujet un petit peu plus léger, le jeu vidéo et la PlayStation 5. Enfin, quand je dis léger, c'est pas facile parce que c'est léger pour tous ceux qui ont réussi à en acheter une. C'est beaucoup plus lourd pour tous ceux qui ne l'ont pas. Je te regarde. Dont je fais partie. Je fais partie. Oui, je sais. Gonzague, tu as une PlayStation 5 Non, moi je suis pas très console. Ah, t'es pas très console. J'ai une Xbox aussi, mais j'ai pas la PlayStation. Mais il y a un vrai sujet de pénurie autour de ce produit. Mais après, moi, ça me dérange pas plus que ça parce qu'il y a quand même pas encore beaucoup de jeux. Les PlayStation, enfin comme d'ailleurs toutes les consoles de salon. Ah, le Resident Evil Village, c'est quand même assez violent. Je suis d'accord. Non, mais j'aimerais bien l'avoir. Franchement, si j'ai commencé un petit peu à y jouer ce week-end. Aïe, j'étais obligé d'arrêter parce que si je tombe dessus, je l'achète tout de suite. Mais surtout que moi, tu risques pas de tomber dessus. À mon avis, il n'y en a pas par terre comme ça dans la rue. Exactement. Et à mon avis, il faut chercher être un peu proactif. Mais moi, j'ai acheté les PlayStation depuis la première. Je les ai toutes achetées quasiment le jour de la sortie, c'est vrai. Là, c'était un peu trop galère, je ne l'ai pas acheté. Et donc, l'info, c'est que... Mais c'est vrai que Sony, qui a expliqué, donc qu'il y a eu les remises des rapports financiers, les résultats, et le directeur financier de Sony qui a expliqué que ça allait être très compliqué, qu'il allait avoir encore des grosses pénuries jusqu'en 2022. Donc ça veut dire notamment que la saison des fêtes fin 2021, ça va être très compliqué encore. Alors avec des chiffres de vente qui sont très très bons. Hein. 8 millions de consoles. Oui, on était à 8 millions 4, je crois. 8 millions 4 de PS5 écoulés. Fin mars. Alors qu'ils se sont vendus 115 millions de PlayStation 4. Bon, donc ils ont encore un peu de... Ils ont encore un peu de marge. Parce que la PlayStation 4, finalement, ça a dépassé la première PlayStation, je crois. Alors ça n'a pas dépassé la PS2. Non, c'est la plus vendue. Ça reste la PS2 la plus vendue. Mais la PlayStation 4 qui, sur sa longue carrière, qui d'ailleurs est moins produite pour laisser de la place sur les lignes de production à la PS5. Alors, mais bon, j'imagine que c'est... alors, c'est pas que j'imagine, c'est qu'on sait que c'est pas les mêmes composants. Il y a peut-être aussi des composants où les flux sont tendus. Hein, alors, c'est évidemment le fond du problème, c'est que voilà, c'est ça. On en a parlé plusieurs fois, mais il y a au niveau mondial, pas du tout que pour Sony, hein, pour tous les fabricants, même pour les fabricants de voitures, clairement, il y a une pénurie de composants monumentale et qui, a priori, est partie pour durer encore. Selon les analyses, les experts, on parle de 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans, mais enfin, il y a une grosse pénurie de composants. Et c'est vrai que Sony est touché. Et ce qui est inquiétant, on en parlait l'autre fois avec Apple, mais ce qui est inquiétant, c'est quand les gros comme ça sont touchés. Parce que quand les gros sont touchés à ce point-là, ça veut dire que les petits, eux, ils sont complètement mis de côté. Parce qu'évidemment, les volumes demandés par Sony, c'est quand même quelque chose d'important. Gonzague, alors, je ne sais pas, est-ce que dans ta boîte, tu ressens des tensions sur des équipements? En fait, parce que, la pénurie de semi-conducteurs que Raphaël évoque touche absolument tout le monde, dont les constructeurs automobiles, mais aussi les fabricants d'équipements réseau. Et ça fait que, d'une part, tu as les prix qui augmentent.
Parce que c'est une Donc, tu as façon... constaté une Oui. hausse des prix? Oui, c'est une façon que les constructeurs ont pu trouver parfois de résoudre le C'est problème. inédit, ça, non? Dans une bourse à la matière première, etc., de dire moi je suis d'accord pour mettre plus. C'est pas inédit, mais c'est pas très fréquent. Ces variations, on les constatait beaucoup sur les disques durs et la mémoire vive en informatique. C'était très visible, moins sur le matériel réseau en lui-même. Mais là, c'est exactement la même chose que pour la PlayStation. Donc, pénurie de semi-conducteurs. En plus, il y a eu le problème qu'on a connu avec le canal de Suez, etc. Et toutes ces choses mis bout à bout fait que ça va être assez compliqué. On a justement pas vu le bout du tunnel pour. Mais par cette exemple, tu situation. veux un équipement réseau particulier, je sais Ouais. pas moi, un routeur, des trucs. Est-ce que parfois tu galères pour trouver ce que Là, tu veux? on fait des installations pour des clients en ce moment où il y a des pièces qu'on ne sait pas trouver et les fournisseurs sont obligés de nous passer le modèle du dessus, par exemple, ou de nous dire juste attends. Donc il y a des tensions sur certains modèles. Tout C'est à fou fait. quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on a vu à la fois les ventes, enfin je sais pas si c'est sûrement pas complètement lié, mais par exemple les ventes de PC avec le confinement qui a explosé. En parallèle, évidemment, on a eu la situation sanitaire, même si en Asie, ils sont quand même largement sortis, mais qui a quand même complètement cassé le rythme de la production. En Inde, la moitié des travailleurs qui fabriquent pour Apple sont malades. Exactement, en Inde, c'est une catastrophe. Et malheureusement, plus pour les Indiens que pour Apple, cette situation va pas s'améliorer de si vite et ils sont dans une situation qui est désastreuse. Après, Donc ça va jouer aussi. Alors, c'est pas le même secteur exactement, mais ça va jouer aussi parce que les entreprises se fournissent aussi en PC, en Mac. Et donc là, pour l'instant, il y a une sacrée galère sur ce. Puis il y a le cas hyper spécifique aussi des cartes graphiques. Bon, là, c'est lié aussi au minage du Bitcoin, mais il y a le cas des cartes graphiques où les nouvelles GeForce, etc., qu'on voit annoncer, mais à des prix, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que si on les trouve pas, c'est pire que la PlayStation 5. Là, c'est un truc complètement introuvable. Et ça me fait beaucoup de peine parce que franchement, je me dis ça en plus pour faire du Bitcoin. Enfin bon, c'est un peu dommage. Pour spéculer, pour faire de l'argent. Spéculer derrière, je trouve ça. Et on gâche le plaisir de ceux qui veulent simplement s'offrir une carte graphique pour jouer. Oui, ou pour créer, ou pour créer, voilà, ou pour créer, pour travailler même. C'est pour ça que les fabricants sont en train de faire des versions de logiciels de ces nouvelles cartes graphiques qui essayent d'empêcher le mining pour décourager les sociétés qui voudraient rafler ce genre de Sauf produits. Qu'à mon avis, ça doit être facilement hackable, ces trucs-là. C'est le jeu du chat et de la souris. C'est le jeu du chat et de la souris, bien sûr, classique. comme d'habitude. Un mot aussi sur Clubhouse. Vous savez, cette appli de réseau social vocal qu'on utilise de temps en temps avec Raphaël. Je ne sais pas si tu y es, Gonzague. Non, alors je l'ai même désinstallé. Tu l'as désinstallé, mon Dieu. Je m'en suis servi 2 fois. Et alors, ils viennent d'apparaître sur Android aux États-Unis. Mais c'est tout, d'ailleurs. Et ils annoncent qu'ils seront disponibles plus largement dans le monde dans le futur, mais qu'ils ont du mal à ajuster leur infrastructure. Et leurs téléchargements sur iOS sont en chute libre. Les téléchargements ont chuté de 90% sur la plateforme. Donc, je ne sais pas si c'est un très, très bon signe pour cette application que vous pouvez du coup peut-être présenter pour ceux qui ne la connaissent pas. Raphaël, bon alors, Clubhouse, voilà. C'est un écosystème de une tribune vocale. Une tribune vocale, voilà. Donc on crée une room où chacun va s'exprimer. Alors il n'y a pas de vidéo, c'est que de l'audio. Et puis on invite des gens, entre guillemets, virtuellement à monter sur scène. C'est-à-dire qu'on leur donne l'autorisation de parler. Moi, alors on l'utilise de temps en temps. Guillaume que je reçois tout à l'heure, était souvent, enfin moi je l'ai vu plusieurs fois. Il a fait partie d'ailleurs d'une des rooms qu'on avait organisées au tout début de Clubhouse. Mais je pense qu'il faut faire la différence entre 2 choses. D'une part, l'usage, et d'autre part, l'appli Clubhouse. Je pense que l'usage qu'a créé Clubhouse, ce sera un usage qui, je pense, va rester. En tout cas, moi, j'aimerais bien que ça reste, parce que c'est un usage qui est vraiment très intéressant, je trouve, pour plein de raisons, qui permet de discuter avec des gens qu'on ne connaît pas de façon très approfondie, plus que sur Twitter, avec dans une atmosphère un peu plus apaisée que sur Twitter qui permet la voix, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'insulter au bout de 2 secondes. Et d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de gens qui avaient tendance à s'insulter sur Twitter, se reparler sur Clubhouse, et finalement, mais au même titre que quand on insulte quelqu'un sur Twitter et qu'on le croise dans la vraie vie, on dit bonjour, ça va ? Non, mais c'est un peu ça. Je t'insultais pas, bon, je peux taquiner. Mais voilà, donc je pense que l'usage est amené à rester, j'aimerais bien en tout cas. Par contre, je pense que Clubhouse est amené à disparaître parce que Clubhouse, malheureusement, ne pourra pas se battre et notamment face à Facebook et Twitter, sachant que Spaces, donc c'est le concurrent de Twitter, qui lui est déjà lancé sur Android. Il manque quelques fonctions, mais enfin, il est disponible alors sur iOS et Android. Alors moi, juste une truc, j'ai Twitter, j'utilise Twitter, je n'ai pas Spaces. Ah ouais ? C'est un truc de dingue.
Je te montrerai tout à l'heure, parce que peut-être que je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais non, je sais pas, soit il y a des mises à jour, soit tu es peut-être blacklisté, je sais pas. Je suis peut-être blacklisté. Comme t'es trop sur Clubhouse. Je demande à monsieur Dorsey, s'il vous plaît, de me déblacklister. J'aimerais bien pouvoir faire des spaces aussi sur Twitter, parce qu'effectivement, il y a beaucoup plus de monde. Oui. Et l'idée là, c'est d'aller où il y a de l'audience. Exactement. Et moi, je crois beaucoup, peut-être que je me plante complètement et que je suis un peu trop utopiste, mais j'aimerais que ça cartonne sur Twitter, parce que du coup, ça permettra aux gens, au lieu de s'insulter, d'aller peut-être plus se parler en audio, et peut-être que ça détendra un peu l'atmosphère. Il faut avoir un peu plus de courage pour insulter les gens en audio. C'est un peu différent. L'écrit. Oui, voilà. Mais voilà, moi je pense que ça peut bien marcher sur Twitter, mais je pense que Clubhouse disparaîtra. Mais qu'est-ce que tu en penses de cette nouvelle manière de s'exprimer ? C'est quand même assez intéressant. Finalement, c'est ce que tu fais là. C'est effectivement. C'est ce qu'on fait ici. C'est ce qu'on fait ici. Et du coup, c'est ça qui est assez étrange aussi, c'est le paradoxe de Clubhouse, c'est que ça reproduit des choses qui existent déjà. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même souvent des gens un peu tête d'affiche qui prennent la parole, parce que c'est toute une discipline que de savoir s'écouter, que de savoir échanger d'une façon qui marche. En fait, je trouve que c'est notamment ce que fait la radio, notamment sur RMC avec les auditeurs, parce qu'à la limite là on compare, c'est entre nous, mais Clubhouse, la différence c'est qu'on peut inviter des gens. Et pour les gens peuvent participer, c'est ça qui est top. Et moi je comparerais plus ça avec une radio qui prend des auditeurs à l'antenne. C'est plus un peu cette idée, je trouve. Participatif. Alors moi j'ai été long à me mettre au podcast et j'en écoute de plus en plus et ça me fait un bien fou. Et il faut que je passe plus de temps à utiliser Spaces et Clubhouse pour voir si ça me fait du bien aussi. Non, et puis, du coup on pourra l'exporter en podcast. Mais je suis d'accord, en tout cas le format vocal me plaît beaucoup parce que l'espèce d'agressivité et de violence qu'on constate en permanence sur Twitter est assez anxiogène. Alors donc, Clubhouse, parce que c'est l'info, arrive sur Android. Gonzague le disait, c'est aux US, mais moi je ne l'ai pas vu sur le Play Store encore. Je crois que c'est en bêta d'ailleurs. On peut peut-être télécharger l'APK en passant par des moyens détournés. On la trouve à mon avis depuis quelques jours, je pense sans problème, l'APK. Elle était en bêta même avant. Et là, c'est pour les pays, donc aux États-Unis, les pays anglo-saxons rapidement, parce qu'on se doute qu'il n'y a pas de problème de traduction, et puis rapidement aussi, ça devrait arriver. Ils disent quelques jours, quelques semaines. Dans beaucoup de pays, je suppose que la France sera concernée bientôt. D'ailleurs, on peut se préinscrire déjà sur Play Store. Oui, il faut garder à l'esprit que pour utiliser Clubhouse, pour l'instant, ça reste sur invitation. Voilà, c'est ça. Il faut qu'on t'ait parrainé pour pouvoir te servir de l'app. Donc il y a deux freins. Il faut pouvoir avoir l'application qui n'était pas disponible sur Android jusqu'à présent, et il faut trouver une invitation. Et comme à l'époque de tout lancement de bons services web, celle-ci se monnaie parfois extrêmement cher. C'est drôle. C'est clair, on verra bien la suite de Clubhouse, mais c'est vrai que c'est une appli intéressante. Voilà, de temps en temps, vous pouvez retrouver quelques voix que vous connaissez de nos médias. Un mot aussi sur cette incroyable histoire, ce piratage informatique d'un oléoduc américain via donc ce ransomware DarkSide. Je ne sais pas qui veut en parler parce que c'est les deux avec plaisir. C'est incroyable, quoi. Il y a des pénuries d'essence aujourd'hui aux US à cause d'un ransomware. Oui, alors en fait, donc DarkSide, c'est un groupe qui fait des ransomware et qui fait donc les ransomware, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des logiciels qui vous demandent une rançon. Ware, c'est pour la partie logicielle et ransom pour la rançon. Donc c'est un logiciel qui va s'exécuter par exemple sur un ordinateur ou sur un disque dur en réseau, un NAS, par exemple Synology et QNAP, qui va afficher une fenêtre tout d'un coup en disant François, si tu veux récupérer l'accès à tes fichiers, il va falloir débourser telle somme. Souvent, c'est demander les paiements en crypto-monnaie pour le côté soi-disant intraçable de où se dirige l'argent. Et donc DarkSide, leur spécialité, c'est d'éditer ce genre de logiciel. Donc c'est une industrie, carrément. C'est une industrie, bien sûr. D'ailleurs, eux se prétendent industrie un peu clean en disant on ne s'attaque pas aux hôpitaux, on ne s'attaque pas aux gens qui produisent... On a une éthique, messieurs. Exactement, on a une éthique. Et ils ont fait des dons à des associations. Ils ont offert 20 000 bitcoins, ce qui est énorme, à des œuvres charitables. Oui, exactement, qui ont eux-mêmes refusé ces sommes en disant on ne peut pas accepter cet argent sale. Et la technique de ces entreprises pour faire plier, ces entreprises pirates, pour faire plier les entreprises légitimes, elles, c'est de commencer à diffuser des données. Donc en fait, ils exfiltrent de l'information. Par exemple, ils ont volé 100 gigas ici dans cet exploitant d'oléoduc. Donc, les oléoducs, c'est les tuyaux de Colonial Pipeline, ça s'appelle. Ils ont volé 100 gigas de données et le FBI a réussi à arrêter les serveurs qui servaient à piquer toutes ces données.
Mais donc c'est un business qui est très récurrent. Il y a eu beaucoup d'hôpitaux français qui ont été touchés, des administrations entières. Et puis on imagine que Colonial Pipeline, c'est quand même des données sensibles, quoi. C'est au-delà du. En fait, c'est l'un des moteurs des US, quoi, le pétrole et l'essence. Ouais. Donc c'est vraiment des sujets. Le problème que tu as avec ce genre de virus et d'attaques plus ciblées, c'est qu'effectivement tu t'attaques à des industries, à des infrastructures industrielles. Et donc si on va toucher quelqu'un qui gère une grille électrique, c'est-à-dire tout un circuit de distribution d'électricité, le pétrole, tu peux mettre un pays à l'arrêt. Et c'est ce qui s'est passé il y a quelques années quand des centrales nucléaires ont été attaquées par des autorités étrangères. Ici, les États-Unis pointent du doigt la Russie. Incroyable. Raphaël, tu veux compléter ? Très rapidement, en fait, on voit se mettre en place tout ce que les experts prédisent depuis 15-20 ans. C'est-à-dire que le piratage va s'industrialiser, ça c'est fait, que ça va viser des infrastructures de plus en plus sensibles, indispensables. On le voit avec les hôpitaux, on l'a vu en France, avec Villefranche-sur-Saône, avec Dax, on le voit aux États-Unis. Et après, la question, c'est qui est derrière. Parce que là, bon, ok, il peut y avoir un motif financier, mais clairement, le problème, il y a la partie financière, il y a le fait que des gens puissent plus avoir d'essence. Mais demain, il y aura quoi ? Et demain, enfin déjà aujourd'hui, c'est que derrière, c'est soit des guerres d'État, État contre État, parce qu'il y a un moment, pour financer des campagnes comme ça et financer les compétences, derrière, on voit bien qu'il y a des États qui vont se mettre à faire ça, qui se mettent déjà à faire ça. Et donc, c'est vrai qui ont peut-être moins d'éthique que certains autres. C'est ça le souci. Oui, c'est-à-dire après, bon, que ce soit un État ou que ce soit un escroc qui essaie de gagner de l'argent en piratant un hôpital et en empêchant quelqu'un de faire une chimiothérapie, dans tous les cas, franchement, c'est minable. Mais après, c'est l'avenir peut-être aussi de la guerre. Alors après, est-ce que c'est mieux qu'une guerre, j'ai envie de dire, comme on l'a connue par le passé, ou ce sera peut-être sur la guerre 2.0 qui va du coup toucher. Je pense qu'on n'imagine pas les conséquences que peuvent avoir tout ça. Non, si ce n'est, on parle souvent de la Russie. Alors évidemment, je ne veux pas faire de lien parce que je vais accuser personne, mais la Russie, par exemple, a mis en place un Internet souverain qui peuvent complètement verrouillé. Ouais. Donc il y a des pays qui s'y préparent quand même très sérieusement. C'est le cas de la Chine aussi, je crois. Oui, de la Chine, ça c'est... Bien sûr, depuis un moment. Merci à tous les deux. Merci Gonzague. Toujours le bienvenu, évidemment. Gonzague d'Ambricourt, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Et merci à Raphaël Grabli, mon camarade de BFM Tech. Vous restez avec nous. Ce de quoi je me mêle se poursuit dans un instant avec quelqu'un que tu connais bien, Raphaël Guillaume Rosier. Vitmados, Covid Tracker, c'est lui. Il va nous expliquer un petit peu dans la tornade qu'il est en train de vivre. C'est quelqu'un de super médiatisé. C'est peut-être le data scientist le plus populaire du moment. Espère, peut-être, et la Légion d'honneur aussi, likée par le président de la République. On va pendant quasiment 30 minutes discuter un petit peu avec lui. Et puis je vous rappelle que De quoi je me mêle, le podcast est disponible sur les principaux agrégateurs de podcasts, ainsi que Tech & Co, cette émission dédiée à la tech. Si vous aimez la tech, sachez qu'il y a De quoi je me mêle, mais aussi Tech & Co, tous les soirs, que vous pouvez retrouver en podcast audio et vidéo. Bien sûr, testez, vous voyez, si vous aimez la tech, peut-être que ça vous plaira aussi. Dans un instant, donc, la suite de quoi je me mêle avec Guillaume Rosier. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.